Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Warzone le podcast. Un épisode qui va peut-être en devenir deux, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, il s'est passé beaucoup de choses entre les tournois de conférences, les fins de saison régulière pour les conférences qui n'ont pas de tournoi de conférence, et d'ailleurs dès le départ, je vais faire mea culpa, j'avais fait une erreur sur Cal State Fullerton en disant qu'ils avaient très peu de chances d'être dans le tournoi. J'avais complètement oublié que puisqu'ils n'avaient pas de tournoi de conférence, il leur restait une semaine en fait de régulière en fait. Donc ils avaient encore le temps et la chance de pouvoir remporter la régulière. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. On va en reparler. On va reparler également de tout ce qui s'est passé dans les autres conférences, de connaître les qualifiés automatiquement du coup via ces conférences pour le tournoi national. Il y a eu également, là j'enregistre ce mardi, donc hier, il y a eu donc le fameux Selection Monday qui donc sert tout simplement à sélectionner, à officialiser tout simplement les 64 meilleures équipes du pays, celles qui vont s'affronter, et donc la cartographie, le découpage en différents groupes, différents regionals. On va y revenir. Encore une fois, pour l'instant je l'enregistre d'une traite, mais ça peut se transformer en deux épisodes plus courts plutôt qu'un épisode très très dense. Je vous rappelle, avant de commencer, vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour les plus anciens, YouTube bien entendu, et TikTok pour les plus nouveaux. Également, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcasts dédiées, donc Amazon, Deezer, Spotify, pas Apple Podcast pour le coup. Pour le coup, vous ne le retrouvez pas là-bas, mais de toute façon, j'envoie souvent le Smart Link que je produis en fait dès que je lance un podcast ou dès que j'enregistre un podcast sur la plateforme. Et également, vous retrouverez ce podcast bien entendu sur YouTube. On va pas perdre plus de temps que ça, on va y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Et alors que les gens qui s'affairent aux poubelles, donc les éboueurs, travaillent, et vous les entendez peut-être, et j'en suis désolé, c'est à côté de la fenêtre, donc j'en suis désolé. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées encore une fois, on va y revenir. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y avait déjà pas mal d'équipes assurées de faire partie donc, de ce tournoi national, même avant d'entrer dans leur tournoi de conférence. Je pense notamment à pas mal d'équipes de la SEC. Il y avait aussi des équipes ACC, dont notamment Wake Forest, qui est donc la première équipe de la nation, qui est restée malgré tout ce qui s'est passé ce week-end. Et on le sait en fait, souvent le tournoi de conférence, enfin les tournois de conférence peuvent amener pas mal de surprises parce qu'il y a des équipes qui vont tenter d'utiliser ce run pour aller au bout et récupérer un bid automatique. On va notamment parler d'une équipe en particulier dans quelques minutes, mais on va faire ça dans l'ordre. On va commencer d'abord par ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les Power 4 Conferences, donc les meilleures conférences du pays. Et on va commencer par la SEC, la fameuse meilleure conférence du pays, qui a permis de montrer pas mal de choses ce week-end. On le sait, beaucoup d'équipes en SEC vont se retrouver après ce week-end dans le tournoi national. Il y en a 10. Mais surtout, il y avait certaines équipes qui jouaient en fait différents stages ou différentes choses, on va dire, de leur avenir. Il y avait des équipes comme Texas A&M qui jouaient tout simplement l'assurance, même si c'était quand même bien parti, l'assurance donc d'entrer et d'intégrer ce tournoi national. Il y avait d'autres équipes, par exemple comme Vanderbilt, qui jouaient carrément un seeding assez haut, ça veut dire euh, avoir un rang assez haut pour pourquoi pas non seulement être une université haute pour les regionals, mais également une université haute pour les super regionals, c'est-à-dire jouer à domicile jusqu'au College World Series, ce qui est très très important bien entendu. Quelque chose d'autre à noter également, et ça on le voit souvent lors des tournois de conférence, il faut le savoir, entre le tournoi de conférence et le tournoi national, il n'y a qu'une semaine. Et il faut forcément faire de la gestion d'effectifs, notamment au niveau de son corps de lanceur. Et donc on retrouve souvent des équipes, notamment des équipes qui n'ont pas grand chose à perdre, en tout cas qui n'ont pas de gros risques, tenter des choses, tenter des coups, ouvrir un peu plus le bullpen, faire jouer des joueurs qui n'ont peut-être pas réussi à donner satisfaction lors de la saison régulière. Pourquoi pas en dénicher un ou deux qui arrivent au bon moment en forme pour intégrer et renforcer un groupe, on va dire, restreint de lanceurs pour le tournoi national.
Et forcément, ça peut être une stratégie à double tranchant, mais c'est le jeu qui le veut. Il y avait pour finir sur les équipes qui jouaient gros, des équipes comme Auburn ou Alabama qui pouvaient, grâce à une fin de saison tonitruante en saison régulière, bah, valider pourquoi pas l'idée de devenir hôte, hein, hôte donc du tournoi national au niveau des regionals. Et on va pas non plus faire tous les déroulés du tournoi, mais ça a été un tournoi très disputé comme à chaque fois. Il y a des équipes qui très vite ont perdu et donc ont perdu toute chance, hein, tout infime espoir de pouvoir intégrer le tournoi national. Je pense notamment à Georgia qui a été donc éliminée dès le premier tour par South Carolina. Et je pense également à Missouri qui a été éliminé par Auburn dès ce premier tour. Ce premier tour n'incluait pas les seeds numéro 1 à numéro 4. C'était avant tout un premier tour afin de, entre guillemets, d'épurer encore un peu, pardonnez l'expression, vis-à-vis du tournoi en fait, hein, tout simplement. Maintenant, à partir donc de ce premier tour, il s'est passé donc un deuxième tour beaucoup plus conventionnel avec ce qu'on appelle la fameuse double elimination. Et ce qu'on a pu vite observer, c'est que des équipes comme donc justement Texas A&M et Vanderbilt ont tiré leur épingle du jeu. D'autres équipes déjà bien élevées ont encore plus augmenté leur pedigree en termes de CV, hein. Je pense notamment à Florida qui est tombée seulement en demi-finale et qui donc pour le coup a réussi à avoir un seeding national encore plus haut, hein, et donc vraiment voilà consolider cette deuxième position au niveau national. Et on a aussi une autre équipe, hein, c'est Arkansas qui fait partie donc des gagnantes, hein, de ce tournoi national le tournoi pardon, de SEC, excusez-moi. On va donc résumer. Quatre équipes sont pour moi les grandes gagnantes de ce tournoi. C'est forcément Vanderbilt qui remporte le tournoi et qui s'assure un seeding très très haut, hein, qui pourra normalement devenir haute jusqu'au College World Series au final. Texas A&M qui va en finale et qui s'assure un très bon strapontin. Florida, comme je l'ai dit, qui s'assure voilà, la deuxième place du pays, et donc Arkansas qui, pareil, s'assure, alors je pense que c'est la troisième place, hein, ils doivent être sur le podium au niveau national en termes de seeding grâce à leur gros parcours. Pas de grosses conséquences pour des équipes comme LSU qui termine avec un seeding national au numéro 5, donc ils vont normalement également être hautes jusqu'au College World Series. Euh, voilà, des équipes comme Alabama ont fait assez pour montrer qu'elles méritaient d'être au moins dans la conversation pour devenir hautes. On va voir après, hein, quand je vais faire la grande image, le grand tableau au final du tournoi national, qui est vraiment haute, qui ne l'est pas. Mais pour aller vite, un gros tournoi, des belles ambiances, à Hoover d'ailleurs, et Vanderbilt qui s'en sort pour le mieux. Changeons de conférence, on part sur l'Atlantic Coast, la fameuse ACC. Là aussi, pas mal de choses, pas mal d'enseignements à tirer. Il y avait des équipes qui jouaient gros, des équipes qui devaient l'emporter pour avoir le bid automatique et pouvoir tout simplement aller au tournoi national, hein. Je pense notamment à des équipes comme par exemple Georgia Tech ou Pitt, qui étaient un peu trop bas, on va dire, pour pouvoir faire quoi que ce soit, si ce n'est par le fait de remporter au final ce tournoi ACC. Il y a des équipes qui, en fonction de leur parcours, pouvaient intégrer, ou en tout cas pouvaient avoir au moins une mention, voire intégrer, hein, carrément le tournoi national. Je pense à Notre-Dame, je pense à NC State, dont on va reparler incessamment sous peu. Et ensuite, j'ai envie de dire qu'il y avait une troisième salve d'équipe qui, pour moi, devait tout simplement jouer la capacité de pourquoi pas être haute et voire même avoir un top 8 seeding, c'est-à-dire un seeding qui leur permet d'être haute, encore une fois, jusqu'au College World Series. Et peu de suspense, d'ailleurs j'avais tweeté là-dessus parce que j'avais regardé la finale, hein, du tournoi ACC. Clemson, de par son parcours, hein, déjà depuis avril, c'est assez fou ce que cette équipe fait. Et ça a été encore plus la preuve avec un gros tournoi et une finale remportée face à Miami, l'autre grosse équipe, hein, l'autre équipe non seulement en forme, mais l'autre grosse équipe de la ACC sur cette fin de saison. Une victoire 11-5, une victoire qui s'est jouée, je ne me rappelle plus de la manche pour être honnête, mais il y a eu 8 runs dans cette manche, je pense que c'était la septième de mémoire. Mais Miami avait plutôt fait la course enfin, Clemson avait bien commencé, 3-0, puis après Miami est rentré dans son match, est revenu, les a dépassés, a mené jusqu'à 5-3, puis ensuite il y a eu cette fameuse manche où ils se sont pris 7 runs, 8 runs même du coup, pardon, pas 7 runs, hein, 8 runs, excusez-moi, et voilà, le match était tout simplement plié, hein. On est passé donc
de 5-3 à 11-5 et ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour revenir. Ce qui est intéressant pour les Tigers de Clemson, c'est tout simplement, au-delà de remporter ce tournoi qui est toujours associé au palmarès, hein, on l'ajoute dans son palmarès, c'est donc du coup de finir en tête de série numéro 4 du pays, ce qui les met très très bien hein, en termes donc de seeding, en termes de haute et donc en termes de potentiel College World Series. Hein. L'autre grosse équipe, forcément, c'est Wake Forest. Wake Forest qui s'est fait éliminer par Miami en demi-finale, mais bon, ils avaient, en allant jusqu'en demi-finale, assuré hein, le principal, c'est-à-dire la tête de série numéro 1 hein, de cette édition du tournoi national. Miami, avec son gros parcours, a pu s'en sortir, enfin, plus que s'en sortir, excusez-moi, mais a pu surtout en fait intégrer, on va dire, le top 10 en termes de seeding et même s'ils sont un peu courts pour intégrer le top 8, se feront partie donc des des hôtes pardon, pour les Regionals. D'autres équipes n'ont pas forcément fait grand chose, mais étaient quasiment assurées hein, de par leur parcours et par d'autres métriques dont on reparlera bientôt pour cause de polémique. Je pense à UVA, UVA notamment, qui va terminer euh, assez anecdotiquement sa saison, on va dire ACC, avec un tournoi de conférence mi-figue mi-raisin, mais bon, ils n'avaient pas besoin de grand chose pour pouvoir être une équipe haute. Qui j'oublie dans cette fameuse ACC NC State. NC State qui a réussi à valider au final sa place pour le tournoi national. NC State qui a été 2 saisons de suite assez mal servi, notamment par le comité, que ce soit vis-à-vis de cette fameuse épisode pandémique en 2021 où ils jouaient donc une place pour la finale des College World Series et bon. Il s'est passé ce qui s'est passé en termes de pandémie et ils n'ont pas pu se battre avec leur force en présence. Et ils ont laissé Vanderbilt partir en finale face à Mississippi State. Et l'année dernière, alors qu'on les attendait au tournoi national, ils ont été dans la bulle, hein, dans la fameuse bulle, mais ils n'en sont pas sortis, le comité les ayant pas choisis, ce qui avait fait une belle polémique. Comme chaque année, vous inquiétez pas, il y a des polémiques hein, vis-à-vis de la sélection de cette année, mais ça ne sera pas pour NC State pour le coup. La ACC qui intègre quand même pas mal d'équipes, qui a quelques équipes hautes et qui donc confirme son statut hein, de deuxième meilleure conférence du pays. Euh, Ensuite, j'ai envie de parler de la Pac-12, puisque la Pac-12, pour faire rapide, hein, Oregon remporte le titre de Pac-12. Arizona fait un parcours qui, d'après donc le comité, et notamment vis-à-vis de son RPI, lui permet d'intégrer hein, le tournoi national, alors que d'autres équipes, notamment je pense à Arizona State, je pense également, je les ai pas, je les ai sur le bout de la langue, hein, USC pardon, je pense à ces deux équipes qui pour le coup, on va le voir juste après, mais ont été laissées sur le carreau. Et ça fait partie de cette fameuse polémique dont je vais parler, hein, mais bon, chaque année c'est le jeu. Hein. Donc la Pac-12, Stanford a fait son petit bonhomme de chemin, mais Stanford était assuré hein, d'avoir un bon seeding. Ils se sont donc comportés comme il le faut pour intégrer ce fameux top 8 hein, au niveau national. Et donc ils vont devenir des hôtes jusqu'au College World Series. Et pour le coup, parmi les choses qui sont intéressantes à regarder, c'est que la Pac-12 n'a qu'un seul hôte au final, c'est Stanford. Oregon State aurait pu faire partie des autres. Je pense qu'ils ont terminé en tête de série numéro 2 de Regionals. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont, de mémoire, je pense qu'ils sont dans le Regionals de LSU. Oui, c'est ça, LSU avec Tulane, Tulane on va en reparler, et Sam Houston. Euh, donc ça montre un peu... Enfin, bon, j'ai pas envie de faire un take assez simpliste, mais ça montre un peu peut-être cette disparité entre l'Ouest, comme la Pac-12 par exemple, hein, et le Sud-Sud-Est comme la SEC, euh, où on a l'impression, vis-à-vis de certaines choses, notamment le fameux RPI. Et encore une fois, je le dis, tout ce podcast, j'ai l'impression que je vais dire la même chose. Oui, on va en reparler juste après. Mais on va en reparler juste après. Le RPI a joué un grand rôle de manière presque caricaturale. Euh, et pour moi, personnellement, j'aurais vu peut-être une équipe de plus déjà en Pac-12 se qualifier. Et j'aurais pas été. Je vais pas dire que c'est choquant pour le coup pour le système de haute, mais j'aurais bien vu Oregon State être haute vis-à-vis d'une autre équipe par exemple. Euh, mais bon, bref. On va donner un peu plus de détails quand on va rentrer dans le bracket hein, du tournoi national.
Donc je vous ai fait quoi? Je vous ai fait SEC, ACC, je vous ai fait Pac-12 rapidement. On peut faire également bien sûr la fameuse Big 12. La Big 12 avec son tournoi de conférence qui a vu donc TCU. TCU ils se sont dit on a fait une saison en mi-figue mi-raisin, pas loin d'être nul. On va mettre les points sur les i et rappeler à tout le monde quelle équipe on est et quelle équipe on peut être. Et donc TCU a juste voilà, forcé sa position jusqu'au bout. Ils ont alors vu que je perds mes mots en français, c'est assez grave, mais ils ont bully, désolé pour l'anglicisme, ils ont martyrisé, voilà, on va dire ça comme ça, toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, ou quasiment, et notamment, bon, j'ai vu la finale, mais je suis pas resté longtemps à fond dessus, c'est face à Oklahoma State. En deux manches, ils avaient déjà marqué 8 runs, dès les deux premières manches. Je pense qu'ils ont gagné 11 ou quelque chose à 2. Pour vous dire, j'ai même arrêté un peu de suivre ça sérieusement. Mais TCU a fait tout ce qu'il faut voilà, pour complètement valider le dossier, montrer qu'ils sont toujours là. Euh, Peut-être aussi quelque part grâce à cette victoire de TCU et ce qui s'est passé, ils ont un peu rehaussé cette impression de niveau de la Big 12, puisqu'on a des équipes qui ont fait des belles choses, mais on a un niveau général, comme je l'ai dit auparavant, et c'est encore une fois un avis personnel, un niveau général qui paraissait un peu en deçà quand même, de ce que j'ai eu l'habitude de voir. Mais bref, donc Oklahoma State aussi a fait une belle compétition, un beau petit tournoi, ce qui leur permet justement d'être une équipe haute. Et je pense que parmi les Big 12, ça doit être la seule haute, hein. J'ai envie de vérifier pour être sûr, mais je pense bien que c'est la seule haute. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est la seule haute. Et du coup, il y a beaucoup de hautes côté S ici, bien sûr, mais on va en reparler du découpage. Euh, Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails pour la Big 12. Une saison un peu mi-figue mi-raisin, par exemple d'Oklahoma State qui s'en sort bien sur la fin de saison. Texas, pareil, ça s'en sort bien sur la fin de saison et ça se permet donc de pouvoir intégrer assez confortablement le tournoi national. Il y avait des petites craintes pour Texas Tech à un moment. Je sais qu'à un moment, hein, pas forcément de la. Je pense que la semaine dernière c'était un peu mieux, mais il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, ils étaient dans la bulle, hein. Ils se sont bien rattrapés, ils ont fait un tournoi pas incroyable, mais ils ont fait assez pour pouvoir convaincre les jurys, les jurés, enfin le jury, enfin bref, ces personnes-là du comité, de pouvoir les intégrer. West Virginia qui donc a fait encore une fois une très bonne saison par rapport à ce à quoi on s'attendait bien sûr, par rapport aux prévisions. Et je trouve que pour la Big 12, ils s'en sortent bien. C'est un peu le contraire de la Pac 12, je trouve. Je trouve que la Pac 12, ils ont été un peu déjugés, mal jugés, je trouve. Et la Big 12, pour le coup, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Et notamment avec une équipe qui est arrivée du diable au Vauvert. Ils n'ont pas fait un tournoi exceptionnel. Et alors que tous les experts disaient que s'ils ne faisaient pas un gros tournoi de conférence, c'était foutu pour se qualifier pour le tournoi national. Mais apparemment, vu que le RPI est la métrique phare, coûte que coûte, on regarde limite même plus les victoires ou les victoires directes entre chaque équipe, Oklahoma se retrouve être dans les dernières équipes appelées du tournoi national. Elle fait partie de ce qu'on appelle le Last Four In. Donc les 4 dernières équipes, hein, sélectionnées, on va dire. Mais bref, voilà pour la Big 12. En Big Ten, je vais faire très rapidement. Maryland, saison parfaite en termes de domination de conférence, puisque non seulement ils gagnent le titre de régulière, mais ils gagnent également le tournoi euh, de conférence. Euh, Avant ce tournoi de conférence, on va pas se le cacher, on était à 99% sur des 3 équipes qui allaient de Big Ten qui allaient intégrer donc ce tournoi national, hein, à savoir donc Maryland, j'allais dire Marégon, ce qui est un mix entre Maryland et Oregon apparemment. Dans ma tête, ça va vite. Mais Maryland, Indiana avec sa très belle saison, et Iowa. Euh, Pas de surprise ici, je trouve que c'est même pas mal pour une Big Ten qui a été encore une fois assez décevante, on va dire. Individuellement, il y avait des équipes comme Rutgers qu'on attendait avec une belle confirmation, ça ne s'est pas passé. Il y a des équipes historiques qui, encore une fois, n'ont pas montré ce qu'il fallait. Il y a eu des belles surprises sur des points spécifiques de la saison, mais rien de vraiment continu pour pouvoir dire voilà, c'était intéressant. Je pense à Michigan State par exemple, c'était pas assez. Et donc voilà, 3 équipes, je pense que c'est pas mal payé pour la Big Ten. Bon, bah ma foi, pour cette première partie qui fait un retour un peu sur les tournois de conférence, je trouve que on s'en est pas mal sorti, moins de 20 minutes. Je vais essayer de parler de 2-3 conférences des mid-majors, je vais pas parler de toutes.
quand on va rentrer dans le bracket du tournoi national, là on va pouvoir parler vraiment de différentes têtes de série, etc., etc. Mais juste avant, je vais faire une petite respiration, prendre un peu d'eau, et pour vous, c'est une petite pause musicale. Swung and lined to deep left field. It is Bon, bah du coup, on va passer à quelques mid-majors, quelques mentions, donc notamment surtout des surprises, ou en tout cas des équipes qu'on attendait peut-être un peu moins et qui s'en sont sorties en récupérant un bid automatique. La première dont je vais parler, c'est forcément la grosse cote, hein, c'est Tulane. Tulane qui a fait une très très mauvaise saison, on va pas se mentir, un bilan au global de 19 victoires pour 40 défaites, un bilan de conférence aussi assez horrible, assez modeste, et qui pour le coup a réussi le coup parfait, puisqu'il s'agit, je pense, si je ne dis pas de bêtises, de l'équipe avec le plus grand nombre de défaites à s'en sortir et récupérer une place pour le tournoi national. Une équipe à 40 défaites qui arrive au tournoi national, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc bravo à eux d'avoir réussi à être en forme au bon moment pour ce push, hein, tout simplement lors du tournoi de conférence en AAC. Le favori était bien sûr East Carolina. Bon bah du coup East Carolina s'est fait battre. Tulane entre en bid automatique, mais bon East Carolina était assuré, même en at-large, hein, d'intégrer le tournoi national. Une autre conférence, alors je les ai pas suivis de la saison pour être honnête, mais en fait je me suis retrouvé à regarder le match euh, final entre Kent State et Ball State, et ça c'est en MAC, en MAC. Et si Kent State était favori de par sa saison régulière, et qu'on imaginait pourquoi pas des équipes comme Central Michigan jouer encore une fois leur va-tout, parce qu'il faut se rappeler que Central Michigan est l'équipe qui euh, ces dernières saisons, a réussi à remporter ce tournoi de conférence de manière assez systématique. Eh bien non, Ball State s'en est sorti. Ball State a fait un tournoi parfait. Enfin, ou en tout cas presque parfait. Ils ont réussi à mettre les bons ingrédients au bon moment. Comme j'ai dit souvent, c'est une question de momentum. Euh, des équipes en mission. On a vu avec Tulane qui fait un parcours assez exceptionnel. Ball State, c'est un peu le même principe. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire en termes de mid-majors? Après, il n'y a pas beaucoup de surprises. Je regarde en même temps qui je peux mentionner. Oh oui, Xavier. Xavier est à mentionner parce que Yukon était le grand team favori de la Big East, pardon, je vais dire l'américaniste. La Big East. Ils ont perdu en finale face à Xavier. Xavier qui fait une très très bonne saison d'ailleurs. On n'en parle pas beaucoup. Un bon RPI quand même. Euh, de manière globale, que ce soit hors conférence ou dans la conférence, des très très belles performances. C'est vrai qu'ils ont été assez éclipsés par la qualité du Yukon, hein, tout simplement, mais ils ont réclamé un dû et un bid automatique, ce qui fait deux équipes, hein, de Big East du coup qualifiées, hein, pour ce tournoi national. On retrouve après en fonction des différentes mid-majors des équipes qui sont plutôt habituées. Euh, j'ai envie de dire par exemple une équipe comme Oral Roberts qui est souvent là. Il y a aussi, bah tiens, j'ai envie de parler de Louisiana rapidement. Louisiana est dans une conférence, la Sun Belt, comme je le dis assez souvent, qui est assez dense. On a vu Southern Miss arriver, on a déjà Coastal Carolina, on a des Texas State, on a beaucoup d'équipes. On a Troy aussi, de mémoire. On a beaucoup d'équipes, hein, qui sont capables de se montrer et de pouvoir euh, tout simplement intégrer ce tournoi national, ou en tout cas voilà, donner du fil à retordre à pas mal d'équipes des Power Conferences. Et les Raging Cajuns ont réussi encore une fois un tournoi très très intéressant, très très bon. Et ils ont réussi notamment à battre en finale Southern Miss. Pour le coup, ça fait donc Louisiana, de mémoire, ça doit faire Louisiana, Troy, Southern Miss et Coastal Carolina parmi les qualifiés. Je pense que Troy d'ailleurs fait partie du Last Four In, le fameux Last Four In dont je parlais un peu auparavant. Je pense que je vais pas trop vous embêter quand même avec les mid-majors. Après, on a des Nichols qui a fait une très très bonne saison. George Mason aussi qui a fait plutôt une bonne saison. Euh, oh ouais, Campbell, ça je pense que c'est pas une surprise. Vous m'avez certainement déjà entendu parler de Campbell puisqu'ils ont fait une grosse saison en conférence et hors conférence en gagnant quelques statement wins, comme on dit. Ils ont remporté le titre, hein, du tournoi de leur conférence, hein, la Big South. Donc pas de surprise là-bas.
Il y a des petites surprises aussi, hein. Florida A&M, je les attendais pas personnellement. Ils étaient en finale face à Bethune-Cookman. Lipscomb aussi est une bonne équipe. Pennsylvania, je les ai pas assez vus pour vous en parler. Charlotte en conférence USA aussi, c'est une bonne équipe. Euh, Samford, ça pourrait être quelque part. Non, Samford, c'est pas une surprise quand même. J'exagère. Par contre, Sam Houston, c'est une surprise. Sam Houston, si je dis pas de bêtises, ça c'est une petite surprise. Oui, c'est une surprise, Sam Houston. On les attendait pas à Paris Fête. Et du coup, Sam Houston a pris la place du grandissime favori, c'est Grand Canyon. Donc voilou. Voilà, c'est un petit tour d'horizon un peu désordonné, mais j'ai pas envie de trop rentrer là-dedans, puisqu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui est le tournoi et les sélections en fait. Donc je reviens tout de suite et on va vraiment parler des choses sérieuses. Eh bien nous y sommes, nous y voilà. Nous allons pouvoir parler de ce qui est l'effervescence même du baseball universitaire, ce qui représente un peu le firmament de ce qui se fait en termes de compétition universitaire au niveau baseball. Je parle bien sûr du tournoi national, du Field of 64, et je vais rappeler tout d'abord rapidement un peu le système. Donc parmi les 300 et quelques universités du pays, 64 équipes sont sélectionnées. Ces 64 équipes vont se retrouver dans 16 compartiments qu'on va appeler des regionals, avec un hôte. Cet hôte sera tout simplement sélectionné par le comité par rapport à ses performances et d'autres métriques. Il y aura donc 16 hôtes, ce seront les 16 premiers ou 16 meilleurs en termes de sélection, on va dire. Et donc ensuite, ils vont être rejoints par 3 autres équipes pour faire donc 16 x 4, 64. Vous voyez, je suis très fort en maths. Parmi ces regionals, un système, c'est ce qu'on appelle la fameuse double elimination. Donc on a un bracket. L'équipe qui arrive à s'en sortir sans perdre 2 fois de suite, donc qui va jusqu'au bout sans perdre 2 fois de suite, tout simplement se qualifie. C'est vraiment pour faire au plus simple. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire au plus simple. Tant que vous gagnez et que vous ne perdez pas 2 fois dans ce tournoi, dans ce mini-tournoi, vous avez toutes vos chances et donc au final vous vous qualifiez. Il y aura donc un seul qualifié par regional, ce qui nous fera 16 qualifiés. Et ensuite, on aura donc ce qu'on appelle les Super Regionals. Les Super Regionals, c'est un format plus simple. C'est donc 2 vainqueurs de Regional qui s'affrontent au meilleur des 3 matchs. Donc le premier qui a 2 victoires, comme vous l'avez compris, continue sa route. Et cette route l'emmène où ? Elle l'emmène à Omaha, dans le Nebraska, pour les College World Series. Là-bas, on a encore 2 poules de 4, donc 8 équipes en 2 poules de 4. La première partie du système se passe donc en double elimination pour chaque poule. Et chaque vainqueur de poule se retrouve, donc un par poule, se retrouve pour la finale des College World Series. Et là, on se retrouve pour un format plus comme les Super Regionals, c'est-à-dire au meilleur des 3 matchs. Le premier qui gagne 2 matchs a gagné le Grand Sésame. Voilou pour le rappel. Donc, avant de commencer ce tournoi, on a eu ce qu'on appelle le fameux Selection Monday, avec toujours, comme on l'attend, beaucoup d'excitation, beaucoup de stress. Chacun se demande ce que va faire encore le comité comme, entre guillemets, erreur ou bêtise. Pour faire simple, moi j'ai trouvé personnellement que c'était quand même pas mal cohérent, mais peut-être un peu trop basé sur le RPI. Je m'explique très rapidement. On a une équipe par exemple comme Oklahoma qui a un bilan négatif, assez largement négatif dans sa conférence, qui a un bilan pas terrible au niveau donc total, global, hors conférence plus conférence, qui reste positif mais vraiment ric-rac. Et ils ont été sélectionnés pourquoi ? Puisqu'ils avaient un RPI assez intéressant. Ce fameux RPI, une équipe par exemple comme Kansas... Et voilà, on est perturbé en direct, mais je vais essayer de continuer. Donc une équipe comme Kansas State, qui est dans la même conférence, se retrouve pénalisée de la faute en fait simplement de ce fameux RPI et de cette force de calendrier qui est quelque part une des métriques de ce RPI. Il faut savoir que Kansas State, en confrontation directe, a battu Oklahoma. Kansas State, au sein de la Big 12, a un meilleur bilan qu'Oklahoma. Mais pour cette question de RPI, on se retrouve avec une équipe comme Oklahoma qui se retrouve qualifiée, alors qu'on a une équipe... Alors qu'on a une équipe comme Kansas State qui du coup se retrouve éliminée. On a vu d'ailleurs le statement de leur coach qui était très, on va dire, véridique, surtout qu'il vient
après, en fait, non seulement le Selection Monday, mais un commentaire de la part du comité qui disait que ils vont peut-être s'éloigner un peu plus du RPI. Ce qui est un peu dommage, ça fait un peu maladroit, parce que vous venez, en fait, clairement d'éliminer certaines équipes vis-à-vis de ça, et dans la foulée, vous dites, ouais, mais bon, vous inquiétez pas, bientôt, on fera attention vis-à-vis du RPI, on sera peut-être un peu plus cohérent. Pourquoi ça? Puisque là, avec cet exemple, je pense que vous avez compris, on se retrouve avec beaucoup d'équipes qui ont des bilans positifs, qui ont des bons bilans, etc., etc., et qui se retrouvent éliminées au profit d'autres équipes qui, tout simplement par la force du calendrier ou par certaines métriques liées au RPI, se retrouvent qualifiées. Donc ce qui, dans la tendance un peu, si on va aller au bout de la chose et presque caricaturée, il vaut peut-être mieux en fait faire un calendrier un peu de fou. C'est-à-dire, voilà, se gonfler son RPI, même si on se retrouve avec un bilan négatif, plutôt que avoir un RPI modeste et pour autant avoir un bilan très très bon. Bientôt on risque d'avoir une course en fait aux équipes qui vont tenter d'avoir des calendriers de ouf en fait tout simplement, parce qu'elles sauront qu'elles ont plus de chances de se qualifier, même si au final elles finissent avec un bilan négatif vis-à-vis en fait tout simplement du RPI qui lui sera plus intéressant. Une autre équipe qui a fait un peu polémique, c'est Arizona. Arizona pour le coup, bilan négatif en régulière, ils ont fait ce qu'ils ont pu dans le tournoi dans le tournoi de Pac-12, ils sont allés quand même assez loin, mais malgré tout, ça paraissait ric-rac quand on voyait des équipes comme Arizona State ou USC, pardon, avec des meilleurs bilans encore une fois, avec des RPI qui sont assez modestes, mais qui sont pas si loin que ça d'Arizona. Malgré tout, Arizona se retrouve qualifié, hein, donc dans le last four in, hein, les 4 dernières équipes à s'en être sorties. Voilà pour la petite polémique, hein. Donc c'est vrai que comme c'est un comité qui sélectionne, difficile d'avoir quelque chose de complètement empirique. Il y aura forcément des choses qui vont arriver, même si ils ont essayé peut-être d'aller un peu trop au bout de cette logique du RPI, encore une fois. Mais bon, tout ça pour dire, et encore une fois je suis désolé, hein, vous avez compris qu'on a une invitée particulière sur cette dernière partie de podcast. Mais tout ça pour dire qu'on se retrouve donc avec 64 équipes qualifiées. On va décortiquer très rapidement chaque regional. Et ensuite, je vais vous laisser tranquille pour que vous puissiez profiter à fond des regionals. Allez, c'est parti. Honneur à la meilleure équipe de la nation, à la meilleure faculté cette saison, qui est encore dans le dernier top 25, était donc première. Top 25 à décorréler bien sûr de la sélection du comité. Le top 25 est fait et proposé par D1 Baseball, qui sont donc la suite de journalistes officiels pour ce genre de top 25 hebdomadaire, mais la sélection revient au comité. Voilà, petite précision, hein, juste pour pas vous embrouiller encore plus. Bien, Wake Forest, qui va donc avoir son propre Regionals et qui sera donc également un hôte pour les Super Regionals, se retrouve dans un groupe avec George Mason, Northeastern et Maryland. C'est un groupe largement abordable pour une équipe comme Wake Forest, parce qu'on pourrait penser à Maryland qui a une force de frappe impressionnante, mais qui a été mi-figue mi-raisin en termes de performance sur le monticule, en termes de lanceurs cette saison, ce qui les a grandement pénalisés en termes notamment de runs encaissés, même si ça ne s'est pas reflété par beaucoup de défaites, en tout cas en conférence, puisque hors conférence par contre leur bilan n'était pas terrible, Maryland pour le coup. Northeastern qui est une très très bonne équipe, on les voyait en fait à ce niveau-là, on les voyait clairement se qualifier, on les a vus même dans des matchs hors conférence face à des équipes bien plus réputées s'en sortir de fort belle manière. Et George Mason pour le coup je les ai pas suivis cette saison, c'est une équipe pour laquelle j'ai pas assez de recul ou d'insight nécessaire pour pouvoir vous en parler, mais bien sûr de base je vais aller avec le favori, j'imagine bien Wake Forest passer. C'est une génération assez exceptionnelle avec des joueurs qui risquent de partir à la draft comme Rhett Lauder ou Brock Wilken pour ne citer que, et qui se retrouvent donc un peu à la croisée des chemins parce que ça peut être quelque part la saison ou jamais entre guillemets pour pouvoir aller jusqu'au titre tout simplement. Wake Forest qui était une darling des années 1950, si je dis pas de bêtises, ils ont dû en remporter un titre justement dans les années 50. Là c'est vraiment de mémoire, je le sais normalement, mais vous savez ma mémoire va et vient au gré du vent. Mais voilà, en tout cas Wake Forest ça serait une belle histoire, plus d'une soixantaine d'années après leur dernier trip, en tout cas vers ce qui se fait de mieux et de plus haut en termes de Graal, en termes donc de College World Series. Face à eux, on va aller directement vers la tête de série numéro 16, puisque
il y a un Regionals du côté de Tuscaloosa, Alabama. Alabama qui fait partie de ces équipes qui, grâce au RPI, s'en sort bien. Ils ont bien fini la saison, c'est vrai, mais c'est un bilan qui est un peu ric-rac quand on regarde bien le bilan, hein, pur et brut. Par contre, avec leur RPI, ils s'octroient entre guillemets cette place d'hôte. Beaucoup d'observateurs imaginaient plutôt Southern Miss, puisqu'ils ont non seulement un très bon bilan. Ils ont été en finale également du tournoi de leur conférence, hein, une nouvelle conférence pour eux, alors qu'ils ont été deuxième en termes de régulière. Ils ont eu des résultats hors conférence plutôt intéressants. Mais bref, Alabama a donc eu la faveur du comité pour sélectionner, pour hoster, ça va être difficile cette fin de podcast, pour être hôte pour un regional, et ils se retrouveraient, s'ils se qualifient, donc face à Wake Forest en Super Regionals. Avec eux, moi je dirais qu'il faut faire attention principalement à Boston College. Boston College qui a eu une fin de saison un peu plus délicate, mais qui a été quand même très très bon tout au long de la saison. On ne les attendait pas à pareille fête. C'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps, s'ils avaient potentiellement pu faire un petit peu meilleur tournoi, un tout petit peu meilleure fin de saison régulière, ils auraient clairement été un candidat légitime pour pouvoir être hôte. Avec eux, on a Nichols qui a fait une très belle saison. J'avais vu 2-3 matchs. Je pense que notamment, le match qui m'avait marqué, c'était leur victoire face à LSU, de mémoire. Je pense que c'est ça, ouais. Ils avaient gagné contre LSU. LSU à l'époque qui était tête de série numéro 1, qui était invaincu en termes de série, attention. Hein. Ils avaient déjà perdu des matchs, mais en termes de série, que des victoires en série consécutives. Et donc Nichols avait réussi à les battre en midweek. Troy, qui fait partie du Last Four In, est la dernière équipe donc de ce quartet. Et on va dire que Troy est une équipe aussi sur laquelle il faudra compter. Très bonne équipe cette saison dans leur conférence en Sun Belt. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils n'ont pas gagné la régulière, ils n'ont pas gagné le tournoi de conférence, mais malgré tout, le comité les a sélectionnés, et ce qui paraît logique vis-à-vis de la force pour le coup, de ce qu'ils ont fait en termes de calendrier hors conférence notamment, et également en Sun Belt. Passons maintenant à la tête de série numéro 2. C'est une équipe, comme je le disais je pense dans un article, bizarrement, on n'en a pas parlé tant que ça, alors qu'en général, plutôt, c'est une équipe dont on parle beaucoup en début de saison, c'est Florida. Florida, on le sait, grosse équipe, très 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 solide. Offensivement, c'est impeccable, c'est limite insolent. Défensivement, surtout en termes de pitching et de la qualité, il y a peut-être 2-3 à-coups, mais je trouve que c'est plutôt solide un peu partout. C'est une équipe qui, pour moi, sur un tournoi comme ça, alors peut-être je vais les jinx comme on dit, j'espère pas, mais sur un tournoi comme ça, c'est le genre d'équipe qui peut aller au bout en fait, clairement, puisqu'il y a tout. Même en termes de momentum, certes ils ont perdu en demi-finale face à Vanderbilt en SEC Tournament, mais ils ont gagné la régulière ex aequo avec Arkansas, et ils sont quand même allés en demi-finale quand on sait, comme je l'ai dit en préambule, que une équipe qui est quasiment assurée non seulement d'être qualifiée, c'était sûr, mais en plus d'être haute, et en plus d'être haute dans la meilleure partie du bracket, c'est-à-dire le top 8. En général, ils font beaucoup de tournées, notamment en termes de lanceurs, pour pouvoir avoir des lanceurs frais et prêts pour les débuts des Regionals. Malgré ça, ils ont fait un beau parcours, donc vraiment, c'est une équipe que ça va être dur, je pense, de les battre, mais en même temps, ils se retrouvent dans une poule qui est assez délicate. Alors, il y a UConn qui a fait encore une saison très 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 solide, qui s'est fait surprendre par Xavier pour le titre en tournoi de conférence, mais voilà, en régulière, il n'y avait pas eu photo. En hors conférence aussi, ça a été très solide. Et une équipe qui est pour moi une sorte de wildcard, c'est Texas Tech. Texas Tech, c'est l'attaque à outrance. Ça a été tout au long de la saison des démonstrations offensives, notamment chez eux, à Lubbock. Ça a été plus délicat à l'extérieur, et surtout, il y a eu une sorte d'inconsistance chronique, d'irrégularité chronique côté Texas Tech. Mais pour autant, c'est une équipe avec notamment Gavin Cash très 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 dangereuse offensivement. Si le pitching sur le week-end arrive à tenir, ça peut être très très dangereux pour Florida et voire pour UConn. Florida A&M, pour le coup, c'est une petite surprise. Petite conférence, ils étaient face à... D'ailleurs, c'est une HBCU hein, de mémoire. Ils étaient face à Bethune-Cookman, qui est une autre HBCU, en finale. Voilà, je vais rien dire, parce que eux non plus, je les ai pas suivis. Je sais que pour le coup, c'était quand même une petite surprise de les voir à Paris Fête. À voir ce qu'ils vont être capables de faire. J'ai pas assez de visu, enfin d'insight sur eux pour pouvoir vraiment en parler. On va partir face au potentiel
adversaire en termes de regionals de Florida, c'est le regionals qui se passe en Caroline du Sud, South Carolina, donc à Columbia. South Carolina fait aussi partie des équipes qui, un peu comme Alabama, réussissent à être hautes grâce au RPI. Leur fin de saison, et c'est dû notamment aux blessures, mais bon, les blessures font partie du jeu, a été très délicate. Même en tournoi de conférence, ça passe pas le premier tour. C'est très compliqué, mais ils avaient un RPI de zinzin. Je pense qu'ils avaient le deuxième ou troisième RPI de la nation, ce qui aide. Et surtout, dans ce RPI, ils avaient quand même un bilan au global positif, même si la fin de saison a été très compliquée avec pas mal de défaites de suite. J'ai envie de dire que le momentum n'est pas forcément à leur faveur, mais attention, ils ont pour moi le meilleur freshman SEC, et pourtant il y en a eu des gros freshmen SEC cette saison, avec Ethan Petrie. Je ne sais pas si lui a été atteint de pépins physiques ou non, mais ils ont quand même un groupe assez solide, hein. Une belle force de frappe. J'ai envie de dire que ça reste les favoris, mais attention, par rapport au momentum, encore une fois, c'est très délicat, et encore une fois, je ne sais pas quelles vont être les forces en présence, vu qu'il y a eu, ça touche un peu tout le monde en termes de pépins physiques, il y a eu une sorte de roll-over pour les pépins physiques, donc difficile à dire de ce qu'ils vont pouvoir faire. J'ai envie de passer Central Connecticut assez rapidement, puisque malheureusement j'ai pas assez d'insight, hein. C'est une équipe qui a gagné sa conférence tout simplement. Et j'ai envie de passer à Campbell. Campbell, je vous en ai parlé assez souvent ces derniers temps. Ils ont notamment un joueur qui est vu assez haut par les scouts. En termes de conférence, ils ont eu de l'opposition cette année avec South Carolina Upstate. Ils ont malgré tout remporté non seulement la régulière, mais également le tournoi de conférence. Et ils arrivent assez blindés. Je trouve que c'est une équipe assez complète. Ça a été pendant longtemps une potentielle équipe qui devait devenir haute, hein. Ça s'est mal passé sur leur dernier match de régulière. Je pense que c'était leur dernière série de régulière que j'avais vu justement face à SC Upstate. Et c'est là que le shift s'est opéré, hein, pour eux de ne plus faire partie de ce top 16, on va dire. Donc attention à eux. Ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. Maintenant, il y a une autre équipe dont j'ai envie de parler, c'est NC State. NC State, c'est un peu l'ennemi du comité sur les 2 dernières saisons. Je l'ai dit assez souvent, ils ne se sont pas fait sélectionner la saison dernière, alors que il y avait très peu de choses qui les empêchaient d'être sélectionnés. Bon, encore une fois, il y avait cette histoire de RPI, hein. La saison d'avant, on se rappelle cette fameuse histoire avec la pandémie qui les touche alors qu'ils sont pour une place, enfin ils se battent pour une place en finale, hein, de College World Series face à Vanderbilt. La suite, on la connaît. NC State, ça a été moyen en ACC, mais c'est un gros RPI. Je pense que c'était un top 25 RPI, hein, de la nation. C'est une équipe qui est très dangereuse, très clairement. J'ai envie de dire que je vais le dire souvent, hein, très dangereuse. Mais vraiment, pour le coup, c'est une équipe. Leur problème, c'est le focus défensif. Il y a quand même pas mal d'erreurs dans cette équipe en termes défensifs. Je parle pas forcément des lanceurs, mais le fielding. Malgré tout, c'est une très forte équipe. Donc attention à South Carolina, c'est certes son regionals, mais sur le momentum et sur les équipes qui intègrent son bracket, ça va pas être si simple que ça. On va partir du côté de Coral Gables, donc Miami, hein, l'université, que j'affectionne et qui se retrouve doté d'un groupe qui est aussi homogène. Je veux dire que Miami reste les favoris, surtout qu'ils jouent à domicile, et qu'à domicile cette saison ça a été exceptionnel. Des remontadas en veux-tu en voilà. J'ai d'ailleurs assisté à une en direct, j'aime bien brag, j'aime bien me vanter à propos de ça, même si j'ai juste été chanceux. Donc ça va se passer au Mark Light Field du coup. Et je pense que Miami, allez, c'est pour passer, mais ça va pas être si simple, parce qu'il y a la résurgence de Texas qui est dans leur poule. Texas, je l'avais dit en début de saison, c'était une saison entre guillemets de transition. Beaucoup de vétérans, dont le Golden Spike de la saison dernière, Ivan Melendez, sont partis, et donc il fallait renouveler un peu l'effectif, comme ça arrive dans toutes les facs, mais là c'était sur un grand nombre de positions. Ça a été, d'ailleurs on a eu la preuve que ça a été très difficile au début, mais petit à petit ils sont revenus, et ils ont même obtenu une partie, hein, de la saison régulière de Big 12, hein, ex aequo avec West Virginia, qu'ils avaient d'ailleurs sweep pour les rejoindre en tête de cette saison régulière à la toute fin, et Oklahoma State. Là encore, il y a du Lucas Gordon en termes de pitcher, il y a d'autres pitchers qui se sont révélés cette saison. Le line-up est toujours très dangereux malgré certaines positions un peu plus inexpérimentées. Surtout, ils ont trouvé leur vitesse de croisière. Et on le sait qu'en baseball, encore plus que dans d'autres sports, le momentum est très important.
ils n'ont pas fait un gros tournoi de conférence, mais ils ont fait tellement une belle remontada, entre guillemets, en termes de régulière, qu'il faut faire attention à Texas pour Miami. Mais pas que. Il y a aussi Louisiana. Louisiana qui est dans une grosse conférence, qui a été quand même une des meilleures équipes de sa conférence, hein. Un peu en dessous, je dirais, de tout ce qui est Coastal Carolina, j'oublie, Southern Miss, pardon, et Troy. Peut-être plutôt à un niveau, peut-être un peu au-dessus de Texas State quand même, mais voilà, c'était pas le niveau le plus incroyable en termes de saison régulière, mais ils ont été là, ils ont été solides, et surtout ils ont fait un gros tournoi, hein, de conférence qui leur permet au final de pouvoir participer à ce Field of 64, à ce tournoi national. Et c'est une équipe, encore une fois, très dangereuse. Sur un tournoi comme ça, surtout, hein, voilà, Double Elimination, c'est très très délicat, parce que certes, on a toujours une chance avec le repêchage, hein, tant qu'on n'a qu'une seule défaite, mais c'est pas si simple, hein, quand on part avec un handicap. Donc attention à Miami vis-à-vis de non seulement Texas, mais aussi Louisiana. Et Maine a remporté l'America East. Maine a été très très solide cette saison. Je les connais pas bien, hein, donc je vais pas non plus trop blablater sur eux, mais attention. C'est une équipe que j'avais vue sur Der Baseball qui avait été euh, vantée, pour retrouver mes mots en français. Donc vraiment attention à cette équipe. En face donc de Miami, on retrouve un autre bracket très intéressant, un autre regional très intéressant qui devrait donc, euh, si tout va bien, devrait donc pouvoir hoster les Super Regionals. C'est le bracket de Stanford. Stanford qui est tête de série, donc numéro 8, et qui se retrouve dans un bracket composé de Cal State Fullerton, dont je vous ai, je pense, pas mal parlé cette saison, et notamment avec la vidéo qui est sur YouTube. Cal State Fullerton que j'avais éliminé un peu trop vite, qui a réussi à récupérer la Big 12, la Big West, pardon. Pour le coup, il n'y a pas de tournoi de conférence, je le rappelle, hein, c'est sur la dernière semaine, le dernier week-end en fait de série où ils se sont sortis. Euh, dans ce même bracket, il y a Texas A&M qui, un peu comme la saison dernière, commence difficilement mais finit bien. Finit bien, part en finale de tournoi de conférence, finit bien la régulière. À un moment, on s'est même dit, s'ils gagnaient le tournoi de conférence, de pourquoi pas les voir comme hôtes, c'est pour vous dire. On connaît, hein, l'équipe de Schlossnagel, c'est une belle attaque, encore une fois. C'est des pitchers qui sont en train de revenir au diapason sur cette fin de saison. Donc Stanford n'est pas qualifié du tout, hein. Texas A&M est une équipe très très dangereuse. Et San Jose State, pour le coup, je pense que c'était une surprise, hein, des mid-majors, si je dis pas de bêtises. Euh, J'avais vu qu'ils... Enfin, je pense que eux, c'était Mountain West de Visu. Euh, oui, donc c'est ça, hein, Mountain West pour San Jose State. Et on les attendait pas à pareille fête, hein. En début de saison, je vous avais parlé un peu de pourquoi pas un retour de UNLV, pourquoi pas une confirmation de Air Force par exemple. On espérait aussi pourquoi pas un peu un retour de Fresno State, ce genre d'équipes qui sont historiques. Pour le coup, San Jose State a bien profité d'une conférence qui a été vraiment en difficulté cette saison, et pourtant qui était une belle conférence normalement du baseball, mais pas trop cette saison. Donc Stanford reste favori bien entendu, c'est pas pour rien qu'ils sont hautes, hein, comme la plupart des autres, mais attention à Texas A&M. Je vais pas trop parler sur San Jose State parce que c'est une petite surprise. Et Cal State Fullerton, même si ça a été plus délicat en fin de saison, ça reste une équipe qui a été très solide dans une conférence, la Big West, qui est quand même très solide en termes de baseball. Donc attention, on va passer de l'autre côté du bracket. J'ai envie de vous parler, tiens, de la tête de série numéro 10. On va parler de Coastal Carolina. Coastal Carolina, j'en ai fait un petit focus il n'y a pas longtemps dans un de mes premiers podcasts. C'est une équipe qui historiquement a pesé dans le milieu du baseball, enfin dans le baseball universitaire, qui a d'ailleurs remporté un titre en 2016, j'aime bien le répéter pour rappeler encore une fois que ce n'est pas l'apanage des Power Conferences de gagner des titres en baseball. Et ils ont fait une très très grosse saison régulière. À un moment, on les voyait même top 8, c'est-à-dire pourquoi pas host jusqu'au Super Regionals, quoi, jusqu'à potentiellement aller jusqu'au College World Series en ayant l'avantage du terrain. Ça n'a pas été le cas. La faute, on va le dire, à la résurgence des Power Conferences, la faute forcément à RPI peut-être un tout petit peu en dessous des autres top 8, et également la faute à la concurrence dans sa propre conférence, puisque Louisiana et Southern Miss ont été en finale du tournoi, pas Coastal Carolina. Avec eux, je pense que pour moi le principal danger, sur le papier bien sûr, c'est Duke. Duke qui faisait aussi partie des potentielles équipes qui devaient devenir hautes. Malheureusement, la fin de saison était un tout petit peu délicate.
et à un moment ils se battaient carrément pour le titre de leur division. Euh, En tournoi de conférence, ça s'est pas très bien passé. Donc forcément, ils ont chuté. Par exemple, face à une équipe qui était en concurrence directe avec eux, c'était Miami. Donc finalement, c'est Miami qui s'en est sorti et qui est devenu haute. Duke, pour le coup, a sauté. Mais attention à Duke. Duke, cette saison, ça a été assez exceptionnel à certains moments. En plus, ils font pas un très long voyage, hein, pour le coup. Encore une fois, comme souvent en college baseball, quand on parle de grosses équipes, c'est une grosse attaque avant tout. En termes de pitching staff, c'est pas ouf, mais ça peut être solide. Surtout s'ils arrivent comment on va dire ça, à reconcentrer un peu le bullpen. Les starters sont pas incroyables, mais si le combo starter plus bullpen arrive à tenir à peu près la cadence, l'offense est capable pick it up, désolé pour l'anglicisme, mais de pouvoir rattraper un peu tout et pourquoi pas être vraiment dangereux. UNC Wilmington, du coup UNC Wilmington, si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui ont remporté le tournoi de leur conférence. Ils sont dans la même conférence que Northeastern de mémoire. Ça doit être ça. Je les connais pas bien, mais j'avais vu qu'ils avaient fait une belle saison régulière déjà de base. Le fait de gagner le tournoi de conférence leur donne un bid automatique. Donc j'imagine qu'il faudra faire attention à eux. Malheureusement, j'ai pas assez d'insight pour pouvoir en parler. Et Ryder, je pense que c'est dans la même conférence que Canisius dont je vous ai parlé. La MAAC. Ça devait être en même temps, enfin dans la même conférence que Fairfield et puis donc Canisius pour ne citer que ces universités. Pareil, j'ai pas assez de vision sur eux pour pouvoir vous en parler. Mais la MAAC, c'est une belle division de baseball, enfin une belle conférence de baseball, donc à ne jamais sous-estimer. Maintenant, on va partir dans le bracket qui devrait être leur adversaire en Super Regional. C'est le bracket du côté de Charlottesville, hein, donc UVA. UVA tête de série numéro 7 qui donc, s'ils arrivent à s'en sortir, devrait être haute également Super Regionals, c'est-à-dire aller rester chez eux jusqu'au College World Series. Hein. Dans leur bracket, attention. Alors, pour moi, de base, la première menace que je vois, c'est East Carolina. East Carolina a longtemps été dans la discussion pour être haute. East Carolina, c'est la meilleure équipe de AAC, hein, l'American Athletic. C'est une équipe très solide. Chaque pré-saison, quasiment, on les voit dans le top 25. Souvent, au cours de la saison, ils sont dans le top 25. Ils sont même souvent assez hauts dans le top 25. Malgré tout, on sait, comme n'importe quelle équipe de baseball, la saison est longue, il y a des turbulences. Et il y a eu certaines turbulences. Et on les voyait, pourquoi pas, garder une possibilité d'être haute en gagnant le tournoi de conférence, parce qu'ils ont gagné la saison régulière. Malheureusement, ils ont perdu en finale de mémoire. Oui, c'est ça, face à la fameuse surprise, Tulane. Et du coup, ils se retrouvent donc dans le même bracket que Virginia et que Army. Army, je les ai pas vus cette saison, donc je vais pas trop en parler. Ils ont gagné leur conférence, pour le coup. Et ils sont également dans le même bracket que Oklahoma. Oklahoma, je vous en ai parlé juste un peu avant. Alors, on le sait, la saison dernière, c'était pareil. Oklahoma n'était pas attendu. Ils sont jusqu'en finale des College World Series. Ils ont perdu que face à Ole Miss. Enfin, je veux dire, en termes de série. Hein. Cette saison, ils ont été très très décevants. Après, il faut savoir que comme beaucoup d'équipes, hein, il y avait du renouvellement aussi à faire. Il y a des joueurs, hein, comme notamment Peyton Graham, qui était leur meilleur joueur la saison dernière, qui sont partis. Hein. Forcément, ça vous fait des trous à combler, et c'est pas si facile que ça, d'avoir une certaine continuité. Ce qui les sauve très clairement, encore une fois, c'est le RPI et la force de leur calendrier. Parce qu'ils ont quand même un bilan négatif, notamment en conférence. Attention malgré tout, ça reste un, entre guillemets, vice-champion en titre. Ça reste une équipe de Big 12. En Big 12 d'ailleurs, le credo, j'ai envie de dire, c'est attaque à tout va. Donc attention pour les adversaires de Oklahoma, ils peuvent venir avec un esprit revanchard. Si ça clique, ne serait-ce qu'offensivement dans un premier temps, et si le pitching staff petit à petit arrive à se rapprocher un peu du niveau de son offense, attention à eux, vraiment attention. On va passer maintenant du côté de Bâton Rouge, on va partir du côté de Louisiana State, LSU. LSU qui se retrouve donc dans un bracket, je veux dire, qui est abordable. Pour moi, le principal ennemi, c'est Oregon State. Oregon State qui est un habitué du tournoi national, qui est un habitué notamment d'aller, pourquoi pas, au College World Series. Pour moi, c'est la principale menace. Mais j'ai pas envie de délaisser Sam Houston pour autant, parce que Sam Houston a éliminé le grand favori de sa conférence, la WAC, c'était Grand Canyon, justement, j'en ai parlé auparavant. Et d'après les observateurs, ils ont montré quand même de très très belles choses, notamment sur ce span, sur cette durée.
Et on le sait que, comme je l'ai dit, le fameux momentum est très important. Donc s'ils sont capables d'amener ce momentum en regionals, attention à eux. Tulane, c'est clairement du momentum. Hein. Tulane, je vous le rappelle, c'est 19 victoires, 40 défaites sur la saison. Bilan aussi négatif en AAC en saison régulière. Et ils ont eu juste la chance qu'il n'y ait pas eu d'élimination. Vous savez, il y a certaines conférences qui ne donnent pas des seeds à chaque équipe lors du tournoi de conférence. Il y a des équipes qui restent sur le carreau, sur le côté, comme on l'a vu ici avec les deux facs de Mississippi. Pour le coup, Tulane a eu la chance de pouvoir aller dans ce tournoi de conférence et ils ont cassé tout le monde, hein, tout simplement. Remportant le tournoi de conférence, mettant à mal East Carolina pour une potentielle position de haute. Et je sais pas trop quoi penser d'eux, honnêtement. C'est une sorte de wildcard. Sur le momentum pur, attention à eux. Sur les forces en présence, difficile de les voir vraiment titiller le reste du groupe. Mais encore une fois, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Il y a une raison, donc voilà, il faut se méfier. Face à ce bracket, on retrouverait donc le bracket, le regional de Lexington, hein, donc Kentucky. Kentucky aussi était un grand vainqueur du RPI. Kentucky pendant longtemps avait le meilleur RPI de la nation, malgré un bilan qui était difficile en SEC. Ils ont d'ailleurs un très très bon bilan au départ, puis après ils se sont écroulés. Ils ont réussi à raccrocher quelques wagons en fin de saison régulière. En tournoi de conférence, ils ne sont pas allés loin. Malgré tout, ils sont tête de série numéro 12, ce qui prouve que le RPI a vraiment joué un grand rôle. Avec eux, attention à Ball State, je les ai vus jouer d'ailleurs dans leur propre tournoi de conférence en MAC, en MAC, on va pas confondre avec la MAAC. Ils ont littéralement giflé un peu tout le monde, hein, notamment Kent State qui était pourtant favori. Donc attention à Ball State, des vétérans, un groupe solide. Souvent en mid-majors, quand on a un groupe de vétérans comme ça peut faire mouche, ça peut faire du mal aux adversaires. Avec eux, il y a la belle darling de Big 12 cette saison, c'est West Virginia. West Virginia qui, avec notamment Tucker et Weatherholt, ont été impressionnants, surtout vis-à-vis des attentes. Hein. Ça s'est un peu écroulé en fin de saison malheureusement, ce qui fait qu'ils ne sont pas hautes, puisqu'à un moment ils étaient très clairement hautes et pourquoi pas même top 4. Ça ne l'a pas fait, mais attention à eux, s'ils retrouvent un tout petit peu de forme, un petit peu de momentum et puis les pépins derrière eux en termes de pépins physiques, ils peuvent vraiment poser des problèmes en termes de regionals. Avec eux, pour finir, j'ai envie de parler très rapidement d'Indiana. Indiana qui a également un très bon RPI, meilleur notamment que Maryland hein, dans la même conférence. Une belle saison. Malheureusement, pas de titre de régulière, pas de titre de tournoi de conférence. C'est pourquoi on les retrouve, puisque pour le coup, eux auraient pu, avec un beau tournoi de conférence, aller jusqu'au bout, auraient pu, pourquoi pas, être potentiel haute, contrairement à Maryland qui, vu la saison, c'était compliqué d'être haute, et c'est paradoxal, malgré le fait qu'ils étaient dominés la Big Ten, hein, c'est le jeu hein, de cette force de calendrier, etc. etc. Indiana, hein, très belle saison, mélange de très jeunes, pour le coup, une sorte de classe de baby Hoosiers, et avec quelques vétérans pour accompagner le tout. C'est dynamique, ça calcule pas, ça fait pas mal d'erreurs par contre. Donc à voir comment ça se bat en Regionals, parce qu'en Regionals, on a, comme je l'ai dit, hein, c'est difficile de se rattraper. On va aller de l'autre côté du bracket. Cette fois-ci, on va parler du bracket du Regional de Nashville, hein, Vanderbilt. Vanderbilt qui a fait une très belle saison comme souvent, agrémentée d'une victoire en tournoi de conférence qui leur permet d'avoir une belle tête, hein, sur tête de série numéro 6 de mémoire. Ils se retrouvent avec Oregon notamment. Je pense que pour moi, Oregon et Xavier vont être les principaux adversaires à vérifier, enfin à surveiller. Oregon, très belle saison, grosse attaque, un très bon pitcher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Peut-être un peu plus de difficulté en termes de bullpen, mais en termes de starter, c'est plutôt solide. Xavier, je sais qu'ils ont été les principaux adversaires ou principaux concurrents de UConn, hein, très clairement. Et ils ont même fini par remporter le tournoi de conférence. Ce qui fait qu'ils sont dangereux. Je ne les ai pas vus personnellement pour voir à quel point ils sont dangereux. Mais donc forcément c'est une équipe solide.
Et après, on a Eastern Illinois. Eastern Illinois, j'ai pas de métrique, j'ai pas de vue, j'ai pas d'insight sur eux pour pouvoir vous raconter des choses. J'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Mais pour moi, voilà, les équipes à surveiller pour Vanderbilt, en tout cas sur le papier, c'est Oregon, très clairement. Oregon qui aurait pu, avec un petit peu meilleure saison en termes de régulière au moins, aurait pu clairement postuler pour être haute. Et puis Xavier, comme j'ai dit, Xavier qui a fait une belle saison, et notamment un beau tournoi de conférence en Big East. Dans leur même partie de tableau pour un éventuel Super Regionals, on se retrouve dans le Regional de Oklahoma State, donc de Stillwater. Oklahoma State qui a fini en trombe, malgré donc une finale Big 12 en termes de tournoi qui a été complètement ratée. C'est comme s'ils avaient complètement lâché. Au bout de 2 manches, il y avait 8-0 pour TCU. Donc c'est comme si s'étaient dit que bon, le plus dur avait été fait, c'est-à-dire assurer une place en termes d'hôtes, très clairement, donc tête de série numéro 11. Que dire? C'est une équipe qui normalement en Big 12 devait être la meilleure cette saison, très clairement. Ça a été difficile, il y a eu aussi des blessures. Je sais que Nolan McLean, qui est un peu leur go-to guy en termes de spirit, en termes de force d'esprit, en termes de, voilà, de rassemblement, on va dire, c'est vraiment la personne par excellence pour permettre à Oklahoma State de tenir malgré les turbulences. Il a subi quelques pépins physiques. Ils ont des très très bons joueurs comme Rock Riggio qui devrait se présenter à la draft 2024 de mémoire, et qui est très fort, mais c'est pas le seul. Il y a vraiment un line-up équilibré, très dangereux de part et d'autre. Ils ont des lanceurs très dangereux, mais un petit peu inconstants, comme Juaron Watts Brown, j'oublie toujours son nom, c'est toujours difficile pour moi, mais le fameux transfuge de Long Island State. Long Beach State, bien sûr, c'est le mois du montage. Et qui devrait se présenter à la draft cette saison d'ailleurs, qui est vu assez haut, hein. Pourquoi pas un deuxième tour pour lui. Peut-être fin de premier tour, mais ça j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas deuxième tour, enfin on verra voilà ce qu'il va faire justement lors de ces regionals. Avec Oklahoma State, attention à Oral Roberts qui est souvent là et qui est souvent difficile à manœuvrer. Ils ont gagné leur conférence encore une fois en termes de tournoi. Je les ai pas vus cette saison, je les ai vus la saison dernière, c'était impressionnant. Je sais qu'il y a eu quand même un peu de turnover, forcément. Mais ça reste impressionnant, ça reste très dur à manœuvrer, très solide. Avec une autre équipe très solide qui vient des mid-majors et qui a changé de conférence pour le coup, c'est DBU, Dallas Baptiste, qui était en train de martyriser la Missouri Valley pendant ces dernières saisons, on va dire, mais qui là a changé pour aller en conférence USA, et qui malgré tout est parti en conférence USA en mode terrain conquis. Voilà, on va conquérir ce terrain, c'est à nous. Ils ont bien fait, ils s'en sont bien sortis surtout en régulière. Ils ont maîtrisé la régulière comme il faut. On a même parlé d'eux un moment pour faire partie des candidats pour être hôte. Ça l'a pas fait, la faute notamment au tournoi de conférence, pardon. Et enfin, on a une équipe qui revient sous l'égide d'un coach, un coach Kelly, j'en ai parlé de temps à autre, qui a ramené un vent nouveau, lui qui a écumé les bancs et les bancs de fac, notamment Washington, mais en tant qu'assistant, et qui a des principes de jeu assez spécifiques. Ça a marché pour Washington. À un moment, j'ai eu peur parce que la fin de saison était un peu plus délicate. Ils ont réussi à réaccrocher un bon wagon via la régulière. Équipe qui est assez inconstante aussi, mais qui a par moments des coups d'éclat, des coups de génie. Donc vraiment pour Oklahoma State, son regional va être très 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 physique, très 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 compliqué. Il me reste 4 regionals à décortiquer rapidement. Je sais que là, le podcast est déjà pas loin de l'heure. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et on continue sur les 4 derniers. Passons maintenant du côté d'Auburn. Auburn, encore une équipe qui fait une belle fin de saison et qui a également profité de son très bon RPI pour pouvoir intégrer la liste des autres, tout simplement. Elle qui pendant longtemps a été hors top 25 et hors top 16, donc vraiment meilleures équipes pour pouvoir être haute. Pour le coup, c'est la tête de série numéro 13 et surtout dans un bracket qui est plutôt abordable. Penn qui a gagné, ça doit être la Ivy League, Penn de mémoire. Donc oui, c'est bien ça, la Ivy League. Je ne les connais pas assez pour pouvoir en parler, comme ça fait déjà plus d'une heure de podcast. Je vais essayer d'accélérer sur les équipes que je connais pas et qui sur le papier ne devraient pas être les principales concurrentes, même si en baseball on sait jamais. Je vais plutôt rapidement parler de Southern Miss qui donc est parti en Sun Belt, qui a fait une très belle saison en Sun Belt, malgré quelques petites déceptions individuelles, en tout cas pour ma part, notamment leur lanceur Tanner Hall, qui fait attention à une saison solide,
mais qui, vis-à-vis de ce qu'on espérait, alors qu'il est draft éligible et qu'il a fait pendant un moment partie des prospects intéressants, a peut-être un peu refroidi certains scouts. Il a eu un peu plus de mal. Il arrivait aussi dans une conférence qui était un peu plus dangereuse que la conférence USA pour le coup. Mais malgré tout, Southern Miss a vraiment tiré son épingle du jeu. En tournoi de conférence, sur le au bout. En tout cas en finale. Et du coup, je pense qu'il pourrait être le principal adversaire, même s'il ne faut pas enterrer Samford. Samford aussi, c'est une très belle équipe, très dangereuse, souvent là dans les tournois nationaux, sur les derniers tournois, enfin, sur les tournois que j'ai suivis, donc forcément les derniers tournois qui se sont déroulés. Mais pour autant, je trouve que c'est un bracket assez faisable, assez entre guillemets tranquille pour Auburn sur le papier, encore une fois. Du côté de Clemson qui pourrait donc du coup être host pour les Super Regionals face au bracket d'Auburn. On retrouve donc Clemson qui a fait une très très belle saison, Year 1 pour Amick qui gagne le tournoi de conférence ACC, qui ponctue en fait ce run incroyable depuis avril de Clemson. Clemson, c'est simple, ils ont décidé de martyriser tout le monde à partir d'avril, que ce soit pour bien revenir en régulière, refaire parler d'eux pour pouvoir être déjà dans le top 25 assez régulièrement sur la fin de saison, et puis faire parler d'eux en termes de potentiel haute. Puis après le tournoi de conférence, ils sont allés au bout tout simplement, notamment avec une 7ème manche impressionnante face à Miami, je le répète, lors de la finale ACC. Cam Canerala, leur freshman, pour moi freshman de l'année, en ACC je parle, impressionnant. Il est impressionnant, défensivement, offensivement, c'est le lead-off, c'est-à-dire que c'est lui le premier batteur. Il a été très solide, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de joueurs à suivre du côté de Clemson, du côté des Tigers. Et c'est une équipe très intéressante, mais il tombe dans un bracket pour le coup, enfin dans un groupe qui est potentiellement une sorte de groupe de la mort, puisqu'il se retrouve face à une équipe qui, au début de saison, n'aurait pas dû être là. Tout le monde allait dire oui, non. Je pense qu'ils auraient dû être hautes plutôt que là. Je pense à Tennessee, je parle de Tennessee bien évidemment. Tennessee qui a eu beaucoup de mal à vraiment se lancer. Mais par contre, quand ils se sont lancés en fin de saison, ça a été vite. Je parle pour la régulière. Tournoi de conférence, ils se sont fait éliminer dès le premier tour par contre. Donc difficile d'avoir un véritable jugement en termes de momentum. Si on se calque sur la fin de saison régulière, oui, ils ont un gros momentum. Si on se calque sur vraiment ce qui s'est passé dernièrement, pas forcément, parce qu'ils se sont fait éliminer au premier tour. Mais c'est un groupe de grosse qualité. Chase Dollander, forcément, on en parle et on en parle. Potentiel top pick draft. Très bon lanceur, même s'il a une saison un peu plus délicate. Un groupe de lanceurs en général qui est très intéressant. Le fait de faire passer Chase Burn en termes de relève, plutôt dans le bullpen, ça a été aussi un pari gagnant pour Vitello. Il y a eu des transfuges à intégrer, je pense à Maui Auna qui a eu du mal. D'ailleurs, son stock de draft a peut-être un peu baissé, il faudrait que je vérifie ça. Il a eu un peu de mal, mais overall, ça s'est bien réglé. Ça s'est bien retrouvé, surtout sa fin de saison. Et donc Tennessee, il peut faire office d'épouvantail dans ces regionals. Avec eux, on retrouve Charlotte. Charlotte qui a fait un très beau tournoi de conférence. Et qui du coup, côté conférence USA bien sûr, du coup a obtenu le droit de pouvoir intégrer ce regional. Ça va pas être facile pour eux. Pour moi, c'est l'équipe peut-être... Allez, je vais tenter un coup sur le papier. Selon moi, c'est l'équipe la plus faible entre guillemets du groupe. Il y a Lipscomb, mais Lipscomb a été pour moi impressionnant. Je les ai trouvés impressionnants. Je les ai vus 2 matchs dans des calendriers midweek et ils avaient perdu un. Je pense que c'était contre Vanderbilt, mais c'était de peu. Et ils avaient gagné un. Et j'arrive plus à me rappeler contre qui. Je suis désolé pour la mémoire, mais je sais que c'est une belle équipe. Il faut pas les sous-estimer, même si c'est la tête de série numéro 4 de ce regional du côté de Clemson. Donc vraiment Clemson, ça va pas être facile. C'est une sorte de petit groupe de la mort. Passons rapidement du côté d'Indiana State. Indiana State, c'est la darling de cette saison. Indiana State, quand j'avais commencé à regarder le college baseball, c'était une belle équipe. Mais ils étaient sur une fin de cycle. C'était à 4 ans. 2019, ouais, 4 ans. Là, ils se sont relancés. Peut-être profiter aussi du départ de DBU, Dallas Baptiste, dans leur conférence. Ça a été propre. Mais ils ont aussi gagné le droit d'être hautes par leur calendrier hors conférence et parce qu'ils ont fait. En midweek, on voyait souvent Indiana State battre des équipes réputées. Ce qui a permis d'entériner leur position, tout simplement, en termes de tête de série. Je pense à la tête de série numéro 14. Et pour le coup,
Avec eux, pour moi, le principal danger, ça va être UNC. UNC qui a été un petit peu inconstant ACC, mais qui a la force de frappe pour pouvoir vraiment faire mal au reste de son bracket. C'est impressionnant en termes de line-up. Il y a eu des papers physiques qui les ont pas mal embêtés. Mais d'ailleurs, Horvath et Honeycutt et compagnie, il y a de quoi faire. Face à eux, il y a également Iowa. Iowa, ça a été très solide. Je pense que c'est le meilleur bilan de Big Ten en termes de bilan overall. Pas en termes de bilan de conférence, mais overall. Je pense d'ailleurs que leur RPI aussi était supérieur. Je pense que c'était le meilleur RPI de Big Ten devant Indiana et devant Maryland. Ou même si c'est pas devant Indiana, c'est sûr que c'était devant Maryland. Équipe très solide qui a pendant un petit moment intégré le top 25, notamment en début de saison. Quelques statement wins. Difficile par contre de survivre face à l'ogre Maryland en termes de conférence en Big Ten. N'ont pas pu aller au bout. Mais ça a été très très solide cette saison encore une fois. Ils ont des très bons lanceurs. Ils ont un line-up qui est assez solide. Moi je pense que c'est plutôt si le pitching continue à prouver ce qu'ils sont en train de faire, ils sont très dangereux. Si le pitching baisse un peu en qualité, ça va être compliqué parce que c'est pas la meilleure attaque non plus du monde. Et pour finir, Wright State qui a fait une belle saison, qui gagne sa conférence en termes de tournoi, donc le bid automatique. Quand je dis qu'ils ont fait une belle saison, c'est surtout sur ce que je vois sur le bilan, parce que je les ai pas vus jouer. Donc je vais pas en parler. Et pour finir, le bracket le regional de l'équipe qui devrait donc être haute en termes de Super Regional s'ils se qualifient. Ça se passera en tout cas chez eux, à Fayetteville. Je parle bien sûr d'Arkansas, Coach Van Horn, coach de l'année en SEC, et c'est normal puisque lui, les blessures, c'est pas son problème. Il a joué sans la plupart de ses meilleurs lanceurs pendant un moment ou un autre de la saison. C'était pas un problème, il trouvait des moyens de gagner. Même s'il devait scorer beaucoup plus de runs que d'accoutumé pour pouvoir s'en sortir, il s'en sortait. Alors oui, le pitching staff n'a pas été incroyable. Forcément avec les blessures, notamment de Jackson Wiggins, etc., ça a été compliqué. Mais arriver avec pas mal de force de retour en présence agrémenté de cette niaque qu'a prouvé ce groupe lorsque les blessés n'étaient pas là. Attention à Arkansas. Et en même temps, c'est le baseball, donc je viens de dire ça et peut-être demain, enfin, d'ici ce week-end, ils seront éliminés de leur propre regionals. Mais vraiment, c'est une équipe que je trouve, malgré le fait qu'il y ait TCU, on va en reparler juste après, et Arizona dans leur bracket, je les vois quand même un peu au-dessus. Si tout va bien, je les vois quand même assez au-dessus. Parlons donc de TCU qui a eu une saison compliquée en régulière, qui s'est bien rattrapé sur la fin de saison, et surtout qui a gagné le tournoi de conférence en giflant tout le monde. Et ils se sont mis, alors si on veut du momentum, là le momentum il est parfait. Ils se sont mis au diapason en mode militaire du début à la fin du tournoi, tout simplement. Rester sur la lancée de la fin de saison régulière déjà. Et on le sait, c'est un groupe qui a beaucoup de talent, partout normalement, que ce soit côté lanceur, comme côté line-up. Braden Taylor, qui fait partie des potentiels top prospects, et donc dans ce groupe, le troisième base, mais il n'y a pas que lui, il y a de l'attaque à tout va, il y a des pitchers très intéressants, c'est solide. Attention à TCU, surtout qu'ils arrivent avec un certain momentum. J'ai donc parlé d'Arizona. Arizona, je vous ai parlé de la petite polémique, le fait qu'ils se soient fait sélectionner malgré un bilan compliqué grâce à leur RPI, face à d'autres équipes qui avaient fait des meilleures saisons, notamment Pac-12, je pense à USC et Arizona State. Mais bref, on en a déjà parlé. Arizona, c'est une grosse attaque. C'est un pitching faiblard. Quand je dis faiblard, c'est en tout cas moyen. Chase Davis va falloir, et Kiko Romero, il va falloir pour eux qu'ils se démènent en attaque. Mais ils ont le line-up pour. Il n'y a pas que eux. Chase Davis qui fait partie d'ailleurs notamment des potentiels hauts prospects. Je sais que je dis souvent hauts prospects, que ça peut surprendre certaines personnes quand ils vont les voir tomber au deuxième ou troisième tour. Mais vu le nombre de joueurs, ça reste des hauts prospects. Parce qu'il y a quand même plusieurs tours. C'est pas comme en NBA où il n'y a que 2 tours. Alors je pense que ils ont mis la barre à 10 tours maintenant. Vous voyez, c'est la mémoire, c'est horrible. Mais en tout cas, il y a plusieurs tours. Voilà. Je vous rectifierai ça dans un article ou plus tard. Parce que là, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai certainement fatigué. J'espère malgré tout que c'était assez compréhensible. Sur la version YouTube, vous aurez donc l'image du bracket. Et le bracket va bouger en fonction de la partie dont je parle, tout simplement. Et pour la partie donc audio, malheureusement, vous n'aurez pas le bracket devant les yeux. Vous aurez quelqu'un qui va vous blabater pendant plus d'1 heure sur cette partie-là. J'espère que c'est malgré tout assez digeste pour ceux qui auront réussi à tenir jusqu'au bout. Merci d'avance. N'hésitez pas à me faire des retours encore une fois, parce que je sais que je vais beaucoup dans les détails sur certains aspects,
parce que j'essaie de me dire que même si j'ai un public peut-être profane, ça peut être toujours une plus-value d'apprendre quand même pas mal de choses voilà, sur ce qui s'y passe en termes de college baseball, pardon. Et avant que je finisse par vous parler complètement en anglais, puisque là il fait chaud, je perds mes mots, il est tard au moment où j'enregistre, je vais tout simplement vous dire à très bientôt. J'ai déjà fait la pub pour le podcast, donc je vais vous dire à très bientôt. Ciao. Pretty well hit to center field. And is off and glove of Berry. Watch Berry. It could be an inside the park home run. Vukovic is waving him out. Here he comes. He's safe. An inside the park home run. Bobby Abreu. And the Phillies have won it 2-1 here in the 10th inning. What a way to end the ball game. The 2-2.